bienvenue dans cette nouvelle vidéo HCFR consacrée aujourd'hui au tout nouveau vidéoprojecteur Sony VPL XW8100ES et nous allons vous montrer les menus de cette nouvelle machine. Alors, quand on arrive dans le premier menu, on n'est pas dépaysé, c'est une chose qu'on connaît déjà. C'est exactement le menu qu'on a sur les vidéoprojecteurs Sony depuis des années. Notamment la sélection des différents presets. Donc, ce sont les premières présélections proposées par Sony dans différents contextes, donc de type d'image et de type d'utilisation. Donc on a quand même pas mal de choses, hein. C'est toujours la même chose, hein. On peut modifier les paramètres et les réglages de l'un à l'autre, on peut même les dupliquer, hein. Les noms on ne peut pas les changer mais ça n'a pas de réelle incidence. Et on retrouve le nouveau preset IMAX Enhanced qui était arrivé avec les nouveaux vidéoprojecteurs Sony de la génération précédente, le 5000 et le 7000 ES. Donc c'était un preset qui était spécifique à l'IMAX. Quand on se balade dans les menus, on voit l'image commute, donc il y a quand même pas mal de choses qui changent. On a un reset, donc pour tout remettre à zéro. Le Reticreation, donc c'est l'amélioration de la qualité de l'image. On retrouve les réglages précédents. Donc c'est quelque chose qu'on connaît déjà. Donc l'amélioration de la résolution, donc c'est les détails de l'image, la réduction du bruit. Donc c'est toujours les mêmes présélections. Par contre cette fois-ci, tout est piloté par la nouvelle puce, la puce XR. Donc qui permet d'avoir beaucoup plus de performance que sur les générations précédentes, à tous les niveaux, hein. L'expression du contraste, des détails, la réduction du bruit. On retrouve le Digital Focus Optimizer, donc c'est une amélioration de la qualité de l'image par rapport à l'optique. Donc suivant comment vous avez zoomé, utilisé votre lens shift ou autre, ce processing permet d'adapter l'image au réglage que vous avez fait. Le Cinema Black Pro, dans lequel on retrouve les réglages du laser, donc les réglages dynamiques du laser, donc toujours pareil, full, limited et off. Donc full qui est l'utilisation complète de la plage proposée par le laser, donc au minimum le laser se coupe quand donc on a une image noire, ce qui permet d'optimiser réellement les contrastes. La position limited, donc avec laquelle le laser ne sera pas coupé entièrement sur les images totalement noires, donc il permet aussi de préserver les pics lumineux le plus possible. Donc ça, si vous avez une grande image, c'est le paramètre à préférer. Il y a un mode off. Le réglage de l'intensité de laser, donc toujours avec beaucoup de précision et d'incrémentation. Donc on a plus de à peu près 100 pas de réglage. Et donc sur le 8100 ES, quand on met le laser au minimum, on est à 44% de la puissance du laser, ce que nous avons mesuré. Ce qui est plus ou moins annoncé par Sony quand on parle avec eux en off. On retrouve le Dynamic HDR Enhancer sur 3 positions, qui permet d'améliorer encore les contrastes et le rendu HDR et qui fonctionne en SDR également. Donc c'est vraiment un outil qui permet d'améliorer le rendu visuel du contraste de l'image, donc avec différentes positions et un mode off, bien sûr, si on veut préserver le rendu de l'image originelle sans processing. Le Motion Flow, toujours 3 positions par rapport à la série précédente. Donc le True Cinema qui préserve la cadence à 24 images secondes. Et les modes bas et haut, donc qui vont ajouter plus ou moins de trames intermédiaires, donc une fluidification plus ou moins efficace. Bon, ça ce sera l'appréciation de chacun, hein, comme d'habitude, savoir si vous aimez les compensateurs de mouvement. Alors si vous ne voulez pas du tout ce genre d'amélioration de l'image, vous pouvez toujours le couper en activant le mode faible latence qui est normalement fait pour le gaming. Bon, ça on le verra un peu plus tard, hein. On retrouve par la suite les réglages visuels, hein, contraste, luminosité, couleur, teinte, la sélection de la température de couleur,
avec les présélections habituelles de Sony. Donc des 93, des 75, des 65 et des 55, et des copies en mode custom 1, 2, 3, 4, et le mode custom 5 étant un mode très spécifique qui permet d'exploiter la pleine luminosité du vidéoprojecteur. Donc on utilise ce mode pour faire une mesure, pour vérifier donc la puissance lumineuse maximale annoncée par Sony, ce qui est le cas. 3400 lumens, puisqu'on parle ici du VPL XW8100. Alors, par contre, le Custom 5, on peut le voir, est difficilement exploitable d'un point de vue colorimétrique. Évidemment, on retrouve le menu qui permet de régler les différents modes. Donc là, c'est quelque chose que j'ai déjà fait moi au niveau calibrage. Donc pour le D65, alors ne le recopiez pas hein, parce que ce ne sera pas la même chose chez vous. Donc on retrouve ce qu'on a d'habitude, donc le gain et le bias, donc pour travailler les équilibres RGB sur tout l'histogramme du CCT, donc de 0 IRE à 100 IRE, c'est-à-dire sur toute l'échelle de gris. Ensuite on a le sharpness traditionnel hein, qui est là depuis longtemps. Donc c'est une amélioration des détails de l'image, mais pas du tout comme le RC, donc c'est quelque chose de plus traditionnel. Le RC, qui pour rappel travaille au niveau des objets par identification donc de la nature de ce qui compose l'image. Le sharpness lui est nettement plus traditionnel, nettement plus classique, qui va durcir l'image sans analyse intelligente, et il pourra aussi servir à adoucir l'image si on veut d'une manière numérique, si on passe en dessous de 50, puisque 50 en fait c'est le point 0. On va aller dans le menu expert. On retrouve les différents processing qu'on avait sur les générations précédentes. Donc la réduction de bruit, avec 3 positions forcées en mode automatique. Donc il va analyser l'image, il va choisir de lui-même quelle performance de réduction de bruit appliquer, et en mode off. Le smooth gradation qui sert à atténuer les artefacts qui sont liés à un problème d'encodage, donc ce qu'on appelle le banding. Donc il a plusieurs positions également. Alors moi je préfère le laisser sur off parce que je considère qu'aujourd'hui les Blu-ray et les Blu-ray Ultra HD sont de bonne qualité, donc du banding on ne devrait pas en avoir. Et vu que le smooth gradation a tendance à adoucir un petit peu l'image, la flouter un tout petit peu, forcément, je préfère le couper, le laisser sur off. Mais bon, il s'avère très efficace sur les programmes qui manqueraient de précision et de qualité au niveau de l'encodage. Donc il pourra éventuellement servir. La correction de gamma, donc avec les différentes sélections de gamma, hein, comme on a depuis de nombreuses années sur les vidéoprojecteurs Sony, donc avec des gammas qui sont préprogrammés. Le mode off correspond à 2.2, donc les gammas propriétaires. La correction de couleur, donc c'est le CMS. Toujours pareil, hein, donc sur du RGB. Donc c'est un type HLS, donc saturation, lightness et hue, donc ici appelé HSB si on veut, donc c'est exactement la même chose. Donc c'est teinte, saturation et luminance. Donc on accède au primaire et au secondaire. Le Live Color Enhancer, donc c'est le processing qui était exclusif au VPL XW7000 et il est à nouveau exclusif aujourd'hui pour le VPL XW8100ES. Donc ce processing n'est pas présent sur le 6100ES. Donc il y a 3 positions, donc ça permettait d'aller chercher des détails dans les zones sombres, de donner plus d'éclat aux couleurs. Donc c'est un processing qui est assez utile, aussi bien en SDR qu'en HDR. Donc ce sera une exclusivité du VPL XW6100. Le HDR, donc la base en fait du HDR ici, avec le mode automatique qui nous permet de choisir la priorité entre le HDR10, le HLG ou le HDR référence, donc qui est fait pour les films en millinit, enfin en tout cas max lum millinit, et le HLG. Donc HDR10, lui, c'est pour les films qui sont dans un contexte d'encodage max luminance 4 millinits. Et on lancera par la suite des programmes en HDR pour voir s'il y a des petites nouveautés. Et c'est d'ailleurs le cas. Vous verrez tout à l'heure. Donc on retrouve les autres modes manuels, donc HDR10, HDR référence et
le mode HDR qui est utilisé sur la majorité des caméscopes et sur certaines chaînes de télévision. Alors de mémoire, je crois la BBC, mais je suis pas sûr. On retrouve la sélection des espaces colorimétriques. Donc le BT 709 pour le SDR, le BT 2020 pour le HDR et les trois espaces colorimétriques spécifiques Sony, espace 1, espace 2, espace 3, sachant que espace 1 et espace 3 sont un intermédiaire entre le BT 709 et le DCI P3, alors que si on sélectionne espace 2, alors même si c'est pas officiel, il permet de calibrer le DCI P3 d'une manière assez précise et très pertinente. Vous le verrez dans les mesures de notre test écrit. Et il y a aussi un mode custom, sachant que tous ces espaces peuvent être édités, ils peuvent être élargis, ils peuvent être modifiés par un outil très simple qui est accessible par la télécommande ou par le logiciel de prise de contrôle par IP, logiciel Sony. Là vous voyez comment on peut éditer les espaces. Donc c'est sur les trois primaires évidemment. Et donc c'est un changement de coordonnées que l'on peut visualiser facilement sur une lecture en temps réel, donc sur le CIE. Et donc le mode faible latence est d'opposition on et off, et qui aujourd'hui est piloté aussi par des fonctionnalités LLM, puisque les nouveaux Sony 6100 et 8100 sont compatibles à LLM. Donc l'instruction à partir d'une console de jeux vidéo ou d'un PC qui va dire au diffuseur je suis un jeu, donc bascule en mode faible latence. Alors ce mode toujours sélectionnable manuellement permet aussi donc d'enlever certains processing qui créent de la latence, notamment le motion flow. Donc pour les gens qui ne veulent pas du tout le motion flow, vous pouvez l'activer par défaut en on. Donc ça va vous permettre d'avoir la cadence originale des films. Donc on voit sur l'autre menu que d'autres fonctionnalités ont disparu. Ici aussi, donc il y a des fonctionnalités qui ont été supprimées par ce mode. Menu suivant, donc on retrouve les mémoires de position d'image, donc c'est les mémoires de zoom. Donc maintenant il y en a 5, avant il n'y en avait que 3. Le sélecteur d'aspect, normal, V-stretch et squeeze, donc ça c'est suivant le type de lentille anamorphique qu'on utilise. Or on n'a plus le mode de 35 comme vous pouvez avoir avant. C'est normal puisque maintenant les matrices utilisées par les vidéoprojecteurs Sony UHD 4K sont réellement UHD. On n'est plus sur le mode DCI qui était de 4096 par 2160. Là c'est vraiment la résolution des films tels qu'ils sont enregistrés sur Blu-ray Ultra HD. Donc on n'a plus que les trois modes utiles par rapport à cette résolution. Le blanking, donc ça ce sont les caches numériques qui permettent de couper et rogner l'image. Donc quand on a un écran qui est en 2.35 par exemple, c'est très utile. Ça permet de supprimer des parties de l'image qui seraient en dehors de l'écran, en dehors de la toile, ce qui peut poser des petits problèmes de temps en temps. Alors sur la génération précédente, on avait un petit souci. L'amplitude ne permettait pas d'avoir une correction suffisamment grande. Aujourd'hui c'est corrigé. Alors autre menu, bon ça ce sont les réglages typiques, réglages de langue. Il y a beaucoup de langues qui sont préprogrammées dans les vidéoprojecteurs Sony. Nous, ce qui nous intéresse, c'est l'anglais et le français. La position du menu. Donc il y a plusieurs positions possibles. Le mode d'altitude. Donc les fonctionnalités qui permettent d'utiliser tout ce qui est domotique intégré dans les vidéoprojecteurs Sony. Il y a du contrôle fort, il y a du Crestron. Aujourd'hui, il y a beaucoup de choses qui peuvent être faites. Donc la gestion par IP, l'économie de consommation de courant. Donc ça va être de quelle manière le vidéoprojecteur gérera son mode veille. Donc d'après la brochure technique, on consomme moins d'énergie qu'avant.
Donc là, on est sur la sélection du mode de fonctionnement des prises HDMI qui sont aujourd'hui au format 2.1. Donc toujours pareil, hein, un mode de sélection de plage de dynamique automatique ou limité, donc qui correspond à la plage de dynamique pour la vidéo, c'est ce qui nous intéresse la plupart du temps, ou full, qui correspond au mode PC. Le type de signal entrant, donc ça c'est les compatibilités HDMI, donc le mode Enhanced c'est pour être sur les pleines fonctionnalités de l'HDMI 2.1, et le mode standard, donc c'est une régression qui permet d'assurer des rétrocompatibilités avec des appareils qui seraient en HDMI 2.0 voire 1.4. On pourra voir les différentes mires de test intégrées au vidéoprojecteur, et un mode de verrou, donc à 2 niveaux, qui permet d'éviter de rentrer dans les menus et qu'on modifie facilement la télécommande des réglages qui seraient faits. Donc, notamment après un calibrage, on n'a pas tellement envie que quelqu'un bidouille ce qui a été fait. Donc on a ces différents locks qui font disparaître l'accès à différentes fonctionnalités. Donc, le level B qui va supprimer encore d'autres accès. D'autres fonctionnalités, dont une nouvelle nouveauté, ici le Corner Keystone. Donc c'est un keystone un petit peu particulier, on va le voir tout de suite, qui permet numériquement de repositionner l'image du vidéoprojecteur si on avait une correction angulaire. Donc l'image flip, ça c'est par rapport à la position du vidéoprojecteur pour faire de la projection frontale par derrière, donc en rétroprojection. Projecteur au plafond, donc inversé, ou projecteur sur une tablette, donc mis à l'horizontale normalement. Le contrôle du lens shift, donc de la lentille, de l'optique, de la motorisation de l'optique d'une manière globale, donc si on veut la couper après avoir fait les réglages. La sélection de la lentille anamorphique, la gestion des triggers. Donc pour toujours pareil, pour donner au trigger une fonction particulière, donc pour piloter soit la mise en tension et la mise hors tension du vidéoprojecteur ou le V-stretch. Donc ça peut servir quand on a une lentille anamorphique. La sélection des récepteurs infrarouges, devant, derrière, ou que devant ou que derrière. Donc ça peut aider à solutionner des conflits d'infrarouge. Le réglage de l'alignement des panneaux, donc des matrices. Donc on a toujours un réglage global. Donc on voit, ça c'est quelque chose qui va travailler sur l'ensemble de l'image. On peut choisir la matrice qui sera corrigée, le type de mire, ou si on veut fonctionner par zone, donc avec plus de précision. Ça c'est toujours pareil, ça va changer. Le réglage des paramètres réseau, donc pour pouvoir piloter le vidéoprojecteur par IP. Donc on peut régler l'adresse IP du vidéoprojecteur pour lui donner une IP fixe et solutionner éventuellement des problèmes de conflit avec d'autres appareils qui sont présents sur le réseau domestique. Un peu plus de précision sur le keystone. Donc c'est un réglage qui se fait indépendamment sur les 4 coins de l'image et dans toutes les directions. Donc ça permet vraiment de modifier la géométrie de l'image avec une grande précision. Alors ça c'est vraiment dans les cas extrêmes, puisque un vidéoprojecteur normalement il faudrait le positionner de la manière la plus parfaite possible. Mais dans certains cas de figure, on va peut-être avoir la nécessité de changer la géométrie de l'image. Donc ce Corner Keystone permet de le faire d'une manière extrêmement simple et extrêmement efficace. Donc, je pense que c'est une fonctionnalité qui va être adoptée sur les vidéoprojecteurs purement professionnels et bureautiques de Sony, puisque c'est vraiment dans ce cas-là où ce genre d'outil s'avère efficace.
Mais imaginons qu'on ait un petit problème de keystone parce que l'écran ne serait pas parfaitement droit ou autre, qu'on n'arrive pas à résoudre d'une manière purement optique. Là, le corner keystone pourrait aider à faire une petite correction et éviter donc d'être en overscan, donc de zoomer en dehors de la toile, et donc de devoir rogner par la suite ce qui déborde par les bordures noires de l'écran. Donc là, on peut faire quelque chose d'hyper précis. C'est quand même sympa. Et si on regarde bien, on se rend compte qu'il y a très peu, voire aucun artefact qui apparaissent. Donc ça, c'est un très gros progrès sur ce genre d'outil. Évidemment, il y a un petit reset pour tout remettre à zéro. Voilà, tout a été bien pensé. Maintenant, le menu info, c'est un menu qu'on connaît depuis longtemps. Donc on voit ici que c'est sur le numéro de série, donc c'est le 23e VPL XW 8100. Donc là, quand même d'autres qui se baladent sur le marché. Et on a une version de firmware intermédiaire, donc c'est la 0.062. C'est pas un firmware définitif, et nous on a commencé nos tests sur un firmware d'une génération encore antérieure. Donc attendez-vous à ce qu'il y ait peut-être des petits changements encore au niveau de la performance et de certaines choses, avec le firmware définitif qui sera mis à disposition lorsque le vidéoprojecteur sera commercialisé en novembre. Donc dans les autres informations qu'on trouve qui sont importantes, il y a la durée d'utilisation et la température du vidéoprojecteur au niveau de son entrée d'air. Donc savoir si le vidéoprojecteur est chaud ou pas. Donc là, on va lancer l'UHDR pour voir ce qui se passe, pour voir les petites nouveautés. On va forcer le HDR et on va repartir sur les autres menus pour voir s'il y a quelque chose de changé par rapport à avant. Donc on va aller dans... Et voilà. Donc on voit qu'il y a un mode HDR Tone Mapping, qui est une nouveauté des nouveaux vidéoprojecteurs Sony, donc avec 3 modes. Donc ils sont intéressants parce que ils visent en fait des niveaux de performance particuliers. Donc le mode 1, lui, sera destiné à être utilisé dans des pièces de vie. Donc il va chercher à préserver la puissance lumineuse et la luminosité. Le mode 2, c'est le mode qui est conseillé et qui est à utiliser dans les salles ciné. Et le mode 3, c'est le mode le plus performant qui vraiment est destiné aux puristes qui veulent avoir un maximum d'informations dans l'image et qui est totalement fonctionnel et vraiment recommandé sur le VPL XW 8100 ES, puisque ce mode mange un petit peu de puissance lumineuse, enfin très peu, mais vu que le 8100 est très lumineux, on s'en rendra pas compte et ce sera pas gênant du tout. En tout cas, le mode 3 permet d'avoir une image très performante en HDR. Et ça, c'est ce qu'on veut. Pas de clipping, du détail, des spéculaires, tout ce qu'il faut. C'est donc la grande nouveauté de ces nouveaux vidéoprojecteurs dits vidéoprojecteurs Bravia. Puisque aujourd'hui, les VPL XW 6100 et 8100 ES ont été conçus vraiment en partenariat avec les équipes télé, les ingénieurs qui travaillent sur les télévisions chez Sony, donc ils sont responsables de la gamme Bravia. Ce qui explique donc ce changement de nom. Et l'application de la XR. Alors on peut toujours utiliser d'autres paramètres conjointement avec ce DTM. Ce qui est assez intéressant puisqu'on peut personnaliser vraiment le rendu. On peut donc couper. Et si on coupe, on revient au mode traditionnel qui était utilisé par Sony précédemment. Donc avec contraste HDR qui est la position du clipping, donc la gestion du tone mapping à proprement dit, du HDR dans le vidéoprojecteur. HDR qui aujourd'hui peut être modulé par le choix des courbes de gamma. Donc ça c'est aussi une petite nouveauté par rapport à avant. Donc nous avons fait le tour des nouvelles fonctionnalités de ce nouveau vidéoprojecteur Sony VPL XW 8100 ES. Donc nous avons vu les nouvelles fonctionnalités de HDR
qui sont vraiment la très grosse nouveauté. L'ajout de la puce XR, donc, qui va permettre d'avoir des performances images encore supérieures. Et donc quelques petites fonctionnalités supplémentaires très intéressantes, notamment le corner keystone, et mémoire de zoom supplémentaire, et des fonctions gaming qui ont été améliorées. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout, et je vous donne rendez-vous sur nos pages HTFR et notre forum. Burned me once or twice, I expect that